Cette semaine, un même geste s'est répété d'un théâtre à l'autre. Agir seul, imposer le tempo, puis obliger les autres à répondre. En mer Rouge, ce geste a fait brûler le cœur pétrolier saoudien. Et le récit change selon l'endroit d'où l'on regarde. Attaque, riposte, sécurité maritime. Les faits s'enchaînent, mais les responsabilités bougent. À Washington aussi, avec 50% de tarifs contre le Canada et une loi de 1930 ressortie pour l'occasion. 11 rédactions, 10 pays et un mot qui ne raconte pas la même guerre commerciale partout. On gardera aussi ce premier face-à-face entre Netanyahou et Trump depuis le déclenchement de la guerre avec l'Iran. Presse pro-israélienne, arabe et occidentale ne découpe même pas la rencontre autour des mêmes enjeux. Et au Nicaragua, Ortega enterre les élections. L'événement est majeur en Amérique latine, presque invisible dans une partie des médias du Nord. Cet écart-là va compter. Mais d'abord, la nuit où l'escalade en mer Rouge a atteint les raffineries d'Aramco. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, les Houthis annoncent 2 opérations contre l'Arabie saoudite. Jizan est visé par des missiles balistiques et des dizaines de drones. Yanbu par une combinaison de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Le Washington Post relève que ce sont les premières frappes contre des installations saoudiennes depuis 2019. Et il ne s'agit pas seulement d'une revendication. Des vidéos vérifiées par l'AFP montrent d'épaisses fumées au-dessus d'une raffinerie d'Aramco à Jizan. 2 sources citées par Reuters confirment des dégâts sur le site. Le socle commun, maintenant. Les rédactions convergent sur la séquence générale. Les Houthis déclarent un blocus maritime contre l'Arabie saoudite, des pétroliers sont attaqués, un navire saoudien est endommagé. Riyad frappe ensuite Hodeïda, ville tenue par les Houthis, puis les raffineries saoudiennes sont prises pour cible en représailles. Les frappes saoudiennes atteignent aussi l'île de Kamaran et des installations de télécommunications à Hodeïda, avec des blessés. Jusque-là, le film général tient. Mais alors, ils ont frappé quoi exactement à Hodeïda ? C'est la première fracture. The Hindu restitue la version de la coalition saoudienne. Uniquement des cibles militaires liées aux menaces contre la navigation commerciale, tandis que les ports d'Hodeïda, Rassissa et As-Salif seraient restés opérationnels. Al-Manar relaie la version Houthi. Des équipements civils de télécommunication auraient été touchés et 2 personnes blessées. Même bombardement, mais l'un est raconté comme une opération militaire ciblée, l'autre comme l'atteinte qui fonde la riposte contre Aramco. Et TASS ne choisit pas entre ces versions. L'agence juxtapose les infrastructures télécom avancées côté Houthi et les dépôts d'armes évoqués par la chaîne saoudienne Al Arabiya. Deuxième fracture, la légitimité. Dans le Jerusalem Post et Ynet, les frappes saoudiennes répondent au blocus Houthi et aux attaques contre la navigation commerciale. Leur cadre, c'est le rétablissement de la sécurité maritime. Al-Manar retourne complètement cette logique. La chaîne proche du Hezbollah reprend le vocabulaire d'une agression saoudienne contre le Yémen et présente la frappe sur Aramco comme l'application d'un principe de réciprocité. Blocus contre blocus, port contre port. Nandan reste, lui, à distance de cette justification. Le quotidien vietnamien s'en tient aux interceptions par les systèmes patriotes et aux vols déroutés vers Riyad, sans valider la doctrine Houthi ni la légitimité saoudienne. Troisième écart, presque 2 univers. Le Tehran Times décrit une monarchie saoudienne désespérée, prise dans un double étranglement par les missiles et les drones yéménites. Le Washington Post écarte ce jugement et insiste sur le seuil franchi depuis 2019. Je suis pas sûre qu'on puisse mettre ces 2 traitements sur le même plan, Jean. Pas sur le même plan éditorial, non. Mais leur distance est précisément l'information. Depuis Téhéran, l'attaque prouve l'affaiblissement de Riyad. Depuis Washington, elle marque d'abord l'élargissement militaire d'une crise régionale. Tout le monde voit donc la même chaîne d'action et de représailles, jusqu'aux dégâts à Jizan. Après, chaque rédaction choisit son centre. La navigation à protéger, les infrastructures civiles touchées, la riposte à légitimer ou la vulnérabilité saoudienne révélée. Et pendant que ces récits s'opposent, les routes de la mer Rouge se resserrent encore. Des routes maritimes qu'on resserre aux frontières commerciales qu'on relève, c'est encore la même méthode cette semaine. Agir d'abord, obliger les autres à réagir ensuite. Cette fois, l'action vient de Washington. 3 décrets signés le 20 juillet, puis 50% de droits de douane sur une liste élargie de produits canadiens, avec une entrée en vigueur 30 jours plus tard. Là-dessus, les rédactions s'accordent. Et la liste pèse environ 20 milliards de dollars.
du vin, du ciment, des bâtons de hockey. Mais le plus étonnant, c'est l'arme juridique. Une disposition de 1930 jamais utilisée concrètement contre un partenaire commercial. La section 338 de la loi sur les tarifs. Elle permet au président de frapper directement un pays jugé discriminatoire envers les entreprises américaines. Le Devoir parle d'un texte dépoussiéré. Le quotidien conservateur sud-coréen insiste, lui, sur son caractère méconnu et inédit. Les griefs officiels sont pourtant très actuels. Les alcools américains retirés des rayons dans la plupart des provinces. La protection du secteur laitier canadien et les contre-tarifs sur l'automobile. Jusque-là, le film est commun. Après, ça devient beaucoup moins net. Premier brouillage, les incendies canadiens. Commerçante raconte que Trump aurait demandé personnellement à Mark Carney d'empêcher leur fumée d'atteindre l'est des États-Unis. Chosun Ilbo relève que certains observateurs relient cet épisode aux tarifs, tout en précisant que Washington nie formellement ce lien. Donc, même la motivation reste disputée. Représailles commerciales affichées ou irritation politique plus large. Et au Canada, la riposte divise. Le Globe and Mail place au centre la fracture entre provinces. La Colombie-Britannique refuse le retour des alcools américains. La Saskatchewan les vend déjà de nouveau. Le Devoir constate aussi cette division, mais regarde surtout le virage de Carney. Parce qu'en campagne, il promettait des contre-tarifs qui frapperaient au maximum les États-Unis et au minimum le Canada. Le quotidien québécois estime que son discours a radicalement changé une fois au pouvoir. Le Globe and Mail lit presque l'inverse. Une ligne cohérente de défense de la souveraineté, avec aucune concession isolée avant un accord global. Même dirigeant, même prudence actuelle, rupture de promesses pour le Devoir, fermeté constante pour le Globe. Et le Canada n'est qu'un morceau du dispositif. Plusieurs rédactions annoncent des tarifs contre environ 60 économies, entre 10 et 12,5%. Efsin, Anne Nahar et Djoumouriette décrivent une extension imminente. Beltea tempère. De hauts responsables américains redouteraient les chocs économiques et la colère électorale avant les élections de mi-mandat. Ukrinform ajoute que certains plafonds ont déjà été assouplis avec des exemptions. Une démonstration de force, donc, dans les premiers récits, une escalade encore négociable dans les autres. Des tarifs décidés à Washington et présentés comme une pression négociable. Là, c'est une autre forme de rapport de force. Netanyahou revient voir Trump, mais même l'invitation devient un objet de dispute. Le socle, d'abord. Mardi 28 juillet, les deux hommes doivent se retrouver à la Maison-Blanche. Ce sera leur premier face-à-face depuis février, donc depuis le déclenchement de la guerre avec l'Iran. Netanyahou doit aussi assister aux funérailles du sénateur Lindsey Graham, qu'il présentait comme un ami d'Israël. Là-dessus, les rédactions convergent. Et la guerre continue pendant qu'il prépare la rencontre. Frappe américaine répétée contre l'Iran, nouvelle escalade envisagée à Washington. Ce n'est pas une visite de routine. Non, le film commun s'arrête là. Après, chacun raconte une relation différente. Alors qui a forcé la main à qui ? Elle Universal, le Jerusalem Post et Anne Nahar reprennent une invitation formelle de Trump, sans friction. Mais Digi24, en citant Axios, raconte que Netanyahou avait essayé d'obtenir un rendez-vous la semaine précédente et que la Maison-Blanche lui reprochait de vouloir en imposer l'organisation. Et les funérailles changent elles-mêmes de sens. Chez Fox News, elles sont la raison affective du voyage. Graham, le cher ami, le défenseur d'Israël. Dans Digi24, la cérémonie ressemble plutôt à la condition qui rend enfin la réunion possible. Même déplacement, mais d'un côté l'alliance se recueille, de l'autre, Netanyahou obtient une fenêtre après un refus. Fox va même plus loin. Alliance indéfectible, valeurs judéo-chrétiennes communes, et menacer Israël reviendrait à menacer les États-Unis. Clarin montre l'envers. Une relation passée de la cordialité extrême aux attaques verbales, avec un appel de juin particulièrement violent. Deux récits presque incompatibles. Je suis pas sûr, Léa. Une alliance stratégique peut survivre à des insultes. Et Al Jazeera compte déjà une 7e visite à la Maison-Blanche en peu de temps. Pour la chaîne qatari, c'est la preuve d'un engagement américain continu envers Israël. Justement, l'écart est là. Al Jazeera lit la fréquence des visites comme un accès exceptionnel. Digi24 décrit au contraire Netanyahou comme extrêmement impopulaire dans l'entourage de Trump et chez des sympathisants MAGA. Beaucoup de portes franchies ne signifient pas que l'accueil soit chaleureux. Mardi, l'enjeu sera donc autant la stratégie contre l'Iran que la capacité des deux dirigeants à afficher une unité que plusieurs rédactions contestent déjà. Cette unité contestée nous ramène au fil de la semaine. Des dirigeants qui forcent la main, puis imposent leur récit. Et je t'avais gardé le plus étonnant pour la fin, Léa.
À Managua, un discours a fait disparaître jusqu'au principe du prochain rendez-vous électoral. Le socle, d'abord. Là-dessus, 9 rédactions racontent la même chose. Dimanche, devant ses partisans réunis pour le 47e anniversaire de la révolution sandiniste, Daniel Ortega a annoncé qu'il n'y aurait plus d'élections au Nicaragua. Il dit vouloir empêcher l'opposition de prendre le pouvoir. Et cette annonce n'arrive pas dans une démocratie qui fonctionnait normalement. Ortega gouverne sans interruption depuis 2007. En 2021, les candidats d'opposition capables de le menacer avaient été emprisonnés avant le scrutin. Puis, il avait obtenu plus de 75% des voix. Alors, qu'est-ce qui change vraiment cette semaine ? Le droit rejoint ouvertement la pratique. Une réforme entrée en vigueur en 2025 avait déjà renforcé le couple Ortega-Murillo, allongé le mandat présidentiel et repoussé l'échéance électorale à 2027. Pour NOS, cette nouvelle déclaration porte le coup de grâce définitif à la démocratie. Der Spiegel et The Guardian y voient plutôt la formalisation publique d'un système verrouillé depuis des années. Donc, rupture symbolique pour le média néerlandais, clarification pour les 2 titres allemands et britanniques. Mais Der Spiegel garde une réserve importante. Ortega n'a pas précisé si tout scrutin disparaîtrait réellement ou si seule l'opposition serait exclue. Le résultat politique paraît clair, le mécanisme beaucoup moins. Et le récit russe efface même le cœur de l'événement. RG.ru décrit une célébration grandiose de 70 000 personnes consacrée à la souveraineté, à la paix et aux programmes sociaux, sans mentionner la fin des élections. La Derecha Diario, publication argentine de droite libertarienne, fait exactement l'inverse. Elle qualifie Ortega de dictateur et présente la cérémonie comme la consécration d'un parti unique. Il y a même une contradiction factuelle impossible à lisser. Le média d'État russe affirme que de nombreuses délégations étrangères étaient présentes. NOS, en s'appuyant sur des médias indépendants nicaraguayens, écrit qu'il n'y avait ni dirigeants étrangers, ni délégués. Une absence inhabituelle pour cette commémoration. Même place, 2 scènes incompatibles. Les mots achèvent de séparer les couvertures. La Derecha Diario et Gazeta do Povo parlent de dictateur et de dictature. The Guardian et Al Jazeera choisissent dirigeants autoritaires. Der Spiegel, El Universal, El Nacional et Telex restent sur président ou dirigeant. Tous décrivent la disparition de l'alternance. Ils divergent sur le mot qui doit désormais nommer le Nicaragua. De la mer Rouge à Washington jusqu'à Managua, le tour est fait. Partout, des acteurs ont forcé la main, mais les médias n'ont raconté ni les mêmes responsabilités, ni la même réalité. On a mis les récits de la semaine face à face, à vous de juger. Toutes les sources sont à retrouver sur glucose.press. Et abonnez-vous, le digest de la semaine, c'est chaque lundi. À lundi prochain!